Alors, rebonjour tout le monde. Donc, on a prévu donc, dans ces rencontres recherche et découverte un temps d'échange avec le CNC et Catherine Verliac, directrice adjointe du CNC ici, présente. Il y a du cinéma, oui, j'ai dit quoi? Directrice du CNC, j'ai été un peu rapide. Corentin Bichet, directeur de l'exploitation. Chef de service, pardon. Voilà, j'ai tout faux. Ça commence bien. Gauthier Labrusse, président du GNCR. Là, je ne me suis pas trompé. Et Séverine Rocabois, vice-présidente de la CRIF. Oui, entre autres. Dominique Toula étant retenu à la ferme du Buisson, comme tous les mardis. Il y a des micros pour parler. L'idée d'inviter le CNC, c'était un peu comme l'année dernière, on l'avait fait aussi pour nos premières rencontres, c'était de faire le point sur le secteur de la recherche. Et là, en l'occurrence, il y a deux sujets qui sont d'actualité, me semble-t-il, et que nous souhaitions justement interroger le CNC sur ces deux questions, à mon avis, assez fondamentales. C'est la question de la diffusion des films recherche, et la deuxième chose, c'est les aménagements de l'arrêt-essai, puisque le président du CNC avait annoncé qu'à la fin 2023, on aurait donc des aménagements de l'aide à réessai. Donc on s'était dit qu'à l'époque, ça pouvait être une bonne occasion de présenter ces aménagements et d'en parler ici. Ce qu'on peut préciser d'ailleurs, Jérôme, c'est que dans l'ordre dans lequel on a souhaité aborder ces questions, c'est précisément de parler d'abord de la diffusion et des problèmes que rencontre notamment la typologie de films recherche et découverte pour parler des aménagements et notamment ceux que souhaitait et avait préconisé le Groupement national des cinémas de recherche. Merci de le préciser. Alors, avant de vous donner la parole, et puis donc d'échanger d'abord entre nous, après on donnera évidemment la parole au public pour que l'échange soit aussi avec la salle. En fait, je voulais rappeler un petit peu ce qui avait été dit déjà l'année dernière sur le constat de la diffusion des films recherche, puisque c'était la directrice adjointe des études et de la prospective qui était venue nous faire ce point-là, en constatant une situation un peu alarmante, puisque sur l'année 2021, comparée à la moyenne toujours de 2017-2019, 54% de séances de films recherche et découverte en moins sur l'année 2021 et 66% d'entrées en moins. Donc ça pose déjà une vraie question sur la diffusion. Et là, cette année, lors de l'Observatoire de la diffusion qui a eu lieu en mois de novembre, le CNC aussi a fait un point sur les films recherche et découverte en 2022. Donc, il y a, d'une façon générale, un plan de sortie plus large qui est en raison de l'absence de VPF, enfin qui s'explique principalement pour ça. Mais il y a une vraie détérioration de l'exposition des films, donc du nombre de séances. La baisse d'exposition se fait sur les salles indépendantes des grandes villes, baisse des films RD dans les salles de 3 à 7 écrans, moins 4 points. Dans les unités urbaines de plus de 200 000 habitants, moins 3,1 points. Et de Paris, moins 3 points. Or, en fait, ce sont ces salles-là qui sont des fleurons de la RSS, si j'ose dire, ces salles-là qui font en fait la vie des films recherche et découverte. Et donc cette baisse est pour nous inquiétante. On le voit à travers la fragilité des distributeurs de films recherche et découverte. Je signale juste par exemple que Météor Film vient de faire une pause parce qu'il avait eu du mal avec les films qu'il a voulu sortir cette année 2023. C'est déjà un signe, et puis il y a d'autres signes, on l'a déjà constaté auparavant. Notre crainte donc est de voir un appauvrissement du renouvellement des auteurs en fait dans ce secteur-là, puisque c'est bien à ça qu'on contribue en essayant de faire émerger des nouveaux talents. Une baisse donc de la diversité cinématographique aussi à terme, et peut-être aussi évidemment en contre-coup un accroissement de la concentration.
Donc, je voudrais vous demander, vous, CNC, ce que vous pensez de cette situation et quelles sont les réflexions que vous menez par rapport à ces enjeux. Alors, effectivement, là, les chiffres que vous donniez sont exacts. On constate qu'il y a une hausse du nombre d'établissements qui est plus marquée pour les films recherche et découverte. Mais ces films, c'est aussi ceux qui souffrent le plus de la baisse du nombre de séances par établissement. Donc, c'est ce que vous disiez. Il y a aussi un petit infléchissement du nombre de ces films qui sortent en première exclusivité, parce qu'en 2017, par exemple, il y avait 101 films recherche et découverte, et 128 en 2018, 112 en 2019, et on est à 93 en 2022. Donc un infléchissement dans le nombre de films qui sont diffusés. Vos remarques également sur le type d'établissement, on les a effectivement on est validé, c'est ce qu'on a aussi constaté. Donc, en nombre d'établissements, en fait, après une très forte hausse en 2016, puis sur la période 2018-2021, on a vu qu'on était revenu à des niveaux un peu d'avant 2016 sur le nombre d'établissements. Et une baisse du nombre de séances de 13%. Donc, c'est pas une baisse énorme, mais qui nous interroge quand même. Donc, ce sont effectivement des constats qu'on a faits. On attend avec impatience et très prochainement les résultats de l'Observatoire de la distribution, qui vont aussi nous donner des éléments sur toutes ces données, qui vont nous donner des éléments complémentaires. Et puis toutes les réformes qui sont en cours, on attend aussi d'elles qu'elles contribuent à améliorer cette situation, à infléchir ces constats. Des réactions autour de la table sur ce constat déjà sur les films. Alors après, c'est vrai que c'est toujours un peu roboratif Jérôme a un amour particulier des chiffres, des statistiques, et nous en abreuve régulièrement au conseil d'administration du GNCR. Mais moi, ce à quoi je pense immédiatement, hier, on a beaucoup parlé d'Anatomie d'une chute, qui rafle encore des Golden Globes, qui continue sa carrière fulgurante. Et moi, en voyant ça hier, je pensais à la bataille de Solferino, sortie il y a 10 ans. Comment est-ce que s'en serait tiré le premier film de Justine Triet aujourd'hui, en 2024. Il y a eu aussi Voyage en Italie, le film de Sophie Le Tourneur. Ces deux cinéastes ont été soutenus conjointement et par le GNCR et par la CRIF. Et Dieu sait que aussi bien sur Justine Triet que Sophie Le Tourneur, il y avait eu des débats assez musclés, voilà, sur la question est-ce qu'on soutient ces cinéastes. Bon, manifestement, on a eu raison, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est comment est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces contingences qui viennent d'être évoquées pour faire émerger les cinéastes de demain et les cinéastes qui vont nous permettre de rayonner à l'international, en tout cas pour Justine, quoi. Voilà, c'est la petite réflexion que je me fais en passant. Alors déjà, les cinéastes, on continue de les soutenir. Hein. On a des aides aussi à la production, et à la production indépendante, et à la production de premiers films. Et puis bien sûr, en aval, l'objet de toutes nos réflexions actuelles, de tous les changements qu'on prévoit à venir, c'est aussi pour ça. Mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de tirer de quelques petites recommandations déjà Est-ce que le fait moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que le nombre de films recherche baisse, ça m'étonne parce que nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on soutient plus de films depuis 2 ou 3 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a eu le confinement et que pendant le confinement, on a continué à faire notre travail de repérage des œuvres et que du coup, il s'est retrouvé un effet d'engorgement à la reprise de l'ouverture des salles. Et c'est vrai que donc du coup, on a eu un certain nombre de films soutenus au préalable qui ont dû sortir. Et du coup, il y avait plus de films qui sont sortis. Mais on a vraiment quand même constaté plus de films, donc une action plus soutenue du GNCR sur ces films-là. Ce qui fait qu'on a aussi, nous, renforcé l'accompagnement en salle
Et on a proposé à nos adhérents encore plus d'interventions en salle pour accompagner ces films, parce qu'on savait que ça allait être aussi déterminant. Et pourtant, on voit bien que l'exposition des films, c'est pas tant en fait le nombre de films. Encore, je pense que ça peut être expliqué peut-être aussi par les choix plus restrictifs du collège de recommandation, parce que c'est lui qui va retenir les films recherche et découverte. Je me dis que c'est peut-être pas trop tant ce nombre de films recherche que peut-être d'autres explications. Est-ce qu'il y a aussi un manque de curiosité aujourd'hui du public à aller vers des films comme ça, une envie d'aller plus favorablement voir les films où on sait qu'on ne va pas se tromper en allant en salle? Est-ce que ce ne sont pas aussi des contextes comme ça qui expliquent cette situation? Est-ce qu'il y a aussi d'autres... alors là, je pose toujours la question au CNC. Est-ce que le fait de ne plus avoir des engagements de programmation pour les grands groupes a eu cet effet sur les films recherche et découverte? C'est des questions que je vous pose. Voilà, c'est d'essayer de trouver en fait des réponses à cette petite crise, si j'ose dire le mot, mais... Alors déjà, juste en préambule, je vois que tu veux prendre la parole. Juste déjà, effectivement, il faut qu'on fasse attention à ces données parce que l'année 2022 restait assez particulière. Il y a beaucoup de films qui n'étaient pas sortis, qui sont sortis, qui attendaient. Donc je pense qu'en termes de programmation pour les exploitants, en termes de sortie pour les distributeurs, l'année était particulière. Donc il va falloir voir sur 2023 et 2024 si ces tendances se poursuivent ou pas. Et je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, effectivement. Enfin, 2022, c'est une année qui reste très étrange. 2023 va être quand même plus intéressante à analyser de plus près. Mais en fait, je pense qu'il faut déjà bien distinguer les questions de diffusion des questions ensuite de fréquentation, qui sont quand même deux questions assez distinctes. Quand on regarde les chiffres de l'Observatoire de la diffusion, sur la question de la diffusion, c'est-à-dire du nombre d'établissements qui programment les films de recherche et du nombre de séances qu'ils réalisent, on n'est pas sur des variations très fortes. Il y a effectivement plus d'établissements qui programment aujourd'hui de la recherche, ce qui peut quand même être considéré comme une forme de succès. Alors, les cinémas qui rentrent sur ces films recherche de façon plus fréquente, parce qu'effectivement, il n'y a plus de VPF, sont en général des cinémas qui font de la multiprogrammation et donc qui programment par ailleurs peu de séances de ces films, d'où aussi une baisse de la moyenne. Parce que quand on regarde, parce que le chiffre que tu citais, c'est le chiffre de moyen par établissement, enfin le nombre de séances moyennes pour chacun des établissements du film considéré. Pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais j'espère que vous m'avez suivi. C'est toujours un peu compliqué ces items statistiques très, très précis. Voilà, donc c'est assez logique que plus il y a d'établissements qui vont programmer le film, plus le nombre moyen de séances sur ces films va baisser pour chacun des établissements. Donc il n'y a rien d'alarmant sur le plan de la diffusion. Et il y a par ailleurs un meilleur accès, on peut se dire qu'il y a un meilleur accès des cinémas à ces films dans les premières semaines. Donc on est sur les premières semaines sur des plans de diffusion qui sont plus larges. Et puis ensuite, en 5e semaine, par contre, on a une baisse aujourd'hui. Ce qui est logique puisque les salles ont programmé le film avant la date à laquelle ils le programmaient avant. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. La question, c'est vraiment une question de fréquentation. C'est qu'effectivement, on a beaucoup de films qui peinent vraiment à rencontrer leur public sur cette cible. Après, on peut se dire que sur un marché qui est très bas, parce que 2022, c'est quand même un marché qui reste très bas. 2023 est bien meilleur, mais même 2023, on reste quand même en deçà des entrées qu'on faisait avant la crise sanitaire, et que dans un marché qui est difficile, les films les plus fragiles payent un très fort prix. Oui, mais malgré tout, Corentin, la fragilité de certains films fait que, on ne peut pas totalement séparer fréquentation et exposition, puisque quand tu es exploitant et que tu sors des films qui sont fragiles et qui n'attirent pas le public, et c'est le constat qu'on fait quand même depuis le Covid, hein, c'est que les gens ont quand même eu du mal à revenir et qu'effectivement ils ont concentré leur choix sur certains films, par manque pas de curiosité, mais pour prendre moins de risques en fait, parce qu'ils viennent moins souvent
sont moins fidèles à nos salles. Et du coup, on a peut-être nous aussi une tendance à exposer un peu moins les films fragiles. Et je le dis parce qu'il y a quelques signes inquiétants qui nous viennent d'exploitants qui, pour les prochaines commissions régionales qui vont avoir lieu là, dès le mois de février, ont l'inquiétude et parfois la certitude de perdre leur label recherche et découverte. Donc, malgré tout, voilà, c'est quand même tout se rejoint un peu d'une certaine manière. Il y a forcément un lien entre l'exposition et la fréquentation, effectivement, mais pour le coup, en termes statistiques et vraiment d'observation, on ne voit pas de baisse forte de l'exposition des films. On peut même se dire au contraire que les salles jouent plutôt le jeu en continuant d'exposer beaucoup et d'exposer de façon presque plus forte que le potentiel des films, enfin en tout cas les résultats constatés à la fin, parce que les moyennes par séance ne sont pas bonnes. Donc, bon. Alors, si j'ai bien suivi l'observatoire de la diffusion, globalement, il y a plus de séances et il y a moins de spectateurs par séance. Ouais. Sauf peut-être pour la recherche, où c'est plutôt là, il y a un peu moins de séances que ce qu'il y avait avant sur ces films-là. C'est ça qui est inquiétant dans un contexte plus global où il y a plus de séances en général sur l'exposition des films. Là, moi, je pense que, je repose la question, hein, je pense qu'il y a quand même aussi peut-être la question des engagements de programmation pour les grands groupes. Alors, Sur les engagements en grands groupes, on avait sorti aussi des chiffres sur l'Observatoire. Les films recherche, ils sont à plus de 80%, 85% de mémoire diffusés dans les cinémas à essai. Ouais. Oui, Donc, c'est normal. Ce qui est normal. Ce qui est Voilà, normal. mais du coup, il y a pas les films recherche n'ont pas une dépendance très forte aux grands groupes, à la Oui, programmation des grands groupes. Non, mais en même temps, heureusement. J'imagine que ça a un impact que tout d'un coup, les grands circuits se retirent et ne fassent plus d'engagement de programmation parce qu'ils avaient été tenus aussi de présenter de la diversité, donc des films recherche, ou en tout cas des films arrêt-essai peu diffusés, enfin qui ont un plan de sortie peu diffusé. Mais on ne constate pas de baisse forte sur les multiplex ou sur les cinémas de circuit. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu d'incidence. Mais par ailleurs, les engagements de programmation vont pouvoir être repris maintenant. On a, vous le savez tous, on a maintenant l'outil juridique qui va nous permettre de nouveau mettre en place ces engagements de programmation. On a commencé un premier tour de concertation avec les professionnels à ce sujet pour redéfinir des lignes directrices, et on aura la possibilité, c'était l'enjeu du décret qui est passé assez récemment, il y a quelques semaines. Le CNC aura la possibilité, lorsque les discussions n'aboutiront pas, cette fois-ci, on aura la possibilité d'imposer des engagements de programmation à des circuits qui ne répondent pas à nos demandes dans la concertation qu'on a avec eux sur ces sujets. Donc ça va avancer ça aussi dans les prochaines semaines. Alors je ne sais pas, je n'ai pas l'œil sur notre temps de parole et je vérifie si on a bien... si on n'enchaîne pas, peut-être, puisque là, c'était une des propositions du rapport Lasserre de pouvoir permettre au CNC, justement, d'imposer des engagements de programmation quand les opérateurs ne souhaitaient pas ou ne répondaient pas favorablement à vos demandes. Alors justement, dans le rapport Lasserre, et aussi grâce à l'analyse que vous aviez faite juste avant, c'était avant le Covid, oui, sur la réforme arrêt-essai et les aménagements possibles que vous envisagiez. Donc il a été, le président du CNC proposait donc fin 2023 de faire un aménagement de l'arrêt-essai. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes sur cet aménagement, et puisque les commissions vont arriver, et est-ce que ça va impacter dès le début les commissions, ou est-ce que ça a pris un peu de retard?
Et voilà. Où est-ce que vous en êtes? Alors, sur la réforme de l'arrêt essai, on voulait, le souhait du président était de conclure assez rapidement, mais on a aussi voulu prendre le temps qui était nécessaire pour voir l'ensemble des professionnels à plusieurs reprises. Donc, on a pu concerter sur tous les points et ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. On commence à avoir des lignes de toutes les demandes qui nous sont parvenues de la FNCF, des représentants des syndicats distributeurs, du GNCR, de l'AFCAE. On a rencontré beaucoup de professionnels. Et donc, le rapport Lasserre, comme vous le savez, qui préconisait deux choses, c'était d'une part de rendre cette aide plus sélective, et d'autre part de donner une plus grande part à la sélectivité de l'aide, et d'autre part de pondérer l'aide générée par les films selon leur plan de sortie. Finalement, dans les discussions, on est allé un peu plus loin. On a d'autres pistes. Il y a plein de pistes qui ont été abordées. Déjà sur la pondération, il était question soit de contingenter les films, par exemple de dire qu'un film ne générait pas d'aide s'il n'était pas dans un plan de sortie défini, ou de pondérer les séances. Et tout le monde a été d'accord, tous les professionnels se sont rangés du côté de l'idée d'une pondération. Donc cette idée, c'est de dire que, par exemple, un film qui sort sur une très grande combinaison de sorties, on va multiplier le nombre de séances, par exemple, par 0,5 pour diminuer l'impact sur l'aide que la salle aura à la fin, sur le classement de la salle à la fin. Et puis, à contrario, un film par exemple de 80 copies, diffusé sur 80 copies, là, pour encourager la diffusion de ces films-là et la récompenser mieux, appliquer un coefficient multiplicateur sur le nombre de séances pour amplifier l'aide venant à des cinémas qui projettent ces films-là. Et donc, on a enfin pu mettre, Corentin a énormément travaillé et a pu mettre enfin en place un modèle qui nous permet de voir un petit peu où placer les seuils. Est-ce que un plan de 400 ou 500, c'est trop passé? Est-ce que 80 copies? Plusieurs professionnels, nombre de professionnels ont voulu que le seuil bas de 80 copies soit aussi peut-être assorti du fait que ce soit un film, que ça soit appliqué aux films qui par ailleurs sont recherche et découverte. Donc on est en train de compiler toutes ces données. Là, on a enfin les informations informatiques, on a enfin les documents qui nous permettent de commencer à faire des simulations là-dessus. Et là-dessus, on s'est rendu compte, et vous nous avez mis en garde sur le fait que le fait de mettre des seuils fixes puisse être dangereux parce que ça pourrait, par exemple, des distributeurs pourraient finalement programmer en connaissance de cause pour ne pas dépasser certains seuils. Donc on s'est dit que pour éviter ça, les seuils dépendraient aussi de l'ensemble des plans de sortie. Il ne serait pas fixe, il serait fixé, il serait avec l'ensemble des plans de sortie. Donc ça fait partie des pistes qu'on est en train d'étudier, de calculer. Je ne sais pas si tu veux compléter, parce que tu es à l'origine de tous ces calculs. Oui, enfin, à l'origine, vous l'avez compris, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur ces aspects, y compris pour des raisons vraiment techniques, d'arriver à mouliner le très grand nombre de chiffres, de données qu'on a besoin de regarder pour arriver à paramétrer ces éléments de pondération des films. Donc effectivement, on a mis du temps à le faire. C'est maintenant un travail qui est fait et on va pouvoir du coup discuter avec les différentes organisations professionnelles à partir de simulations précises pour voir exactement ce qui est souhaitable. Et du coup, les premières simulations, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt... ça va dans quel sens en fait? Est-ce que concrètement, est-ce que en fait la proposition donc
je vais dire minorer, mais enfin de minorer les séances des films les plus porteurs et de majorer les séances des films les moins porteurs, les films recherche. Est-ce que ça marche? Est-ce que voilà, ça permet à des salles qui ont un profil, disons, qui ont les 3 labels, qui ont souvent le profil des salles recherchées qui sont adhérentes au GNCR, est-ce que ça amène une meilleure subvention, pour le dire clairement? Forcément, ça a un impact. Ouais. Après, encore une fois, c'est des questions de paramétrage. C'est-à-dire que si on fait un coefficient 2, c'est pas comme si on fait un coefficient 1,5. Si on prend un plafond à 80 copies, c'est pas comme si on prend un plafond à 150, et ça n'impacte pas les mêmes établissements et avec la même importance. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a discuté du principe qui consiste à se dire, bah voilà, ce qu'on cherche à récompenser, c'est la prise de risque, et la prise de risque, c'est pas la même quand on programme un film recherche d'une future Justine Triet que personne n'a encore identifiée. Et quand on programme, pour le coup, le dernier, Justine Triet, c'est un petit peu plus facile. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce principe-là, après, et de se dire, bon, voilà, on va encourager davantage la prise de risque. Évidemment, il faut qu'on le fasse d'une façon qui est proportionnée, qui est raisonnable, et qui à la fois donne un encouragement sans disqualifier les établissements peut-être plus fragiles ou moins allants. Voilà, donc c'est vraiment des questions de paramétrage ensuite. Et l'avantage de ce mécanisme permet de ne pas exclure des cinémas, parce que les seuils resteront les mêmes, mais de distribuer l'enveloppe différemment. Alors, c'était ma question que j'allais vous poser. C'était ça, savoir si ça jouait sur l'accessibilité ou pas au classement RSC. Donc ça a pris 4 ans. Les seuils pour rentrer dans le classement RSC ne vont pas être touchés, ne vont pas être augmentés. A priori, non. C'est vraiment l'esprit de la proposition telle que l'avait faite Bruno Lasserre. Hein. C'est d'avoir un dispositif qui permet de répartir différemment l'aide, mais ne barrant pas l'accès aux salles qui aujourd'hui sont classées. Et est-ce que ça s'accompagne de la suppression de la prime film fragile? J'imagine que oui. On n'a pas à trancher sur ces questions, mais a priori oui, puisque ça reprend, on est tout à fait proche de la logique qui était celle de la prime film fragile. Et donc que tout ça sera prêt uniquement au printemps probablement, et donc n'aura pas d'impact sur ce qui va se passer dans les commissions. Non. Ouais. C'était le calendrier, il est tel qu'il était prévu de ce point de vue. On savait bien qu'on ne ferait pas une réforme qui impacterait directement le classement 2024. C'était beaucoup trop court pour le faire. Et puis par ailleurs, il est important que les salles sachent à l'avance comment fonctionne le classement, de façon à le prendre en compte pour leur programmation. Oui, bien sûr. Et l'idée, toutes ces modifications nécessitent juste une rectification du règlement général des aides du cinéma, donc du code du cinéma du CNC, et donc serait validé par un conseil d'administration du CNC. Et l'idée, c'était de le faire valider par le conseil d'administration du premier trimestre, qui a lieu fin mars, je crois. Alors pour associer les deux thèmes, c'est-à-dire la difficulté qu'ont les films d'être exposés en salle et la baisse des séances, et en même temps la volonté de survaloriser les séances des films sur moins de 80 copies, est-ce qu'il est possible aussi de donner encore une meilleure note aux séances des films qui seront recommandés, recherche et découverte? Parce que c'est pour nous important si en plus il n'y a plus la prime, qu'on puisse valoriser le travail qu'on peut mener nous, et au-delà, que quand les films sont recommandés par le collège, que ce travail-là soit bien repéré et que ces films-là soient bien repérés aussi par les exploitants. Et c'est ça l'aide, l'idée qui est aussi dans le rapport Lasserre, de donner une plus grande part dans la partie sélective de l'aide. Pour info, actuellement, c'est à peu près 80% des calculs du montant des aides calculées. Il y a 80% d'automatique et 20% de sélectif. Et donc l'idée, ce serait aussi de faire bouger ce curseur et de donner une plus belle part au sélectif. Et là, bien entendu, c'est l'accompagnement de ces films-là, l'animation qui serait revalorisée.
Donc, plusieurs professionnels ont aussi souhaité que les critères d'appréciation de la partie sélective de l'aide soient modifiés. Donc, on va vous faire des propositions en ce sens-là dans les jours ou semaines à venir pour une modification de ces différents critères. Et puis aussi une modification dans le questionnaire à réessai sur l'animation, peut-être des modifications sur la manière de remplir le questionnaire, tout ça, pour donner une plus grande sélectivité à l'aide. Mais donc, vous n'envisagez pas forcément de valoriser ou survaloriser les séances des films recherche. On l'envisage, mais pas forcément. Donc, vous ne l'envisagez pas forcément. Bon. Non, moi j'avais juste une question, parce que pour qu'il y ait une évaluation sélective, il faut qu'il y ait du temps. Je crois que la durée moyenne d'examen d'un dossier est assez réduite. Hein, c'est un espèce de truc qui revient régulièrement. Est-ce que ça, c'est des choses que vous prenez en compte dans votre réflexion? Parce que j'ai quand même le sentiment que, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'abattage, mais qu'en tout cas, pour les commissions, c'est assez compliqué d'avoir une évaluation fine. Voilà, en 2 minutes, c'est-à-dire examiner plein de contingences différentes, l'animation, la manière dont les salles c'est pour ça que, notamment dans les critères, on voudrait qu'ils soient un peu plus simplifiés et que dans les... là, je te laisserai rentrer dans le détail. Je n'ai pas encore assisté à ces fameuses commissions. J'ai hâte, ça commence bientôt. Dans les critères, actuellement, plusieurs défauts dans les critères ont été signalés dans la manière de juger un dossier. C'est trop rapide. Les bonus-malus, je te laisserai compléter, mais a priori, personne n'était très satisfait de la manière dont ça se déroulait et avec parfois des conséquences très différentes d'un cinéma à l'autre, selon son indice, tout ça. Donc l'idée, c'est aussi de simplifier tout ça. On a aussi réfléchi à peut-être modifier un peu le fonctionnement de ces commissions régionales. Est-ce qu'il faut ajouter des commissions? Est-ce qu'il faut que les dossiers soient plus détaillés en amont, au moment où la commission tranche, avoir plus d'éléments? Tout ça aussi est en cours de réflexion. Oui, il y avait vraiment cette idée de la part des professionnels et des organisations qui participent à ces commissions, qu'elles soient élargies, enfin, en tout cas que leur nombre soit élargi, parce qu'effectivement, si on prend celle du Grand Ouest, elle va de Lille à Nantes, ce qui est quand même un nombre de dossiers considérable en fait, à étudier en 3 jours. Si Corentin, tu voulais. Oui, effectivement, enfin, pour tous ceux qui ont pratiqué un peu ces commissions, vous savez que c'est des commissions qui vont très vite parce que elles sont pourtant assez longues. Hein, c'est 3 jours par région, 3 jours entiers où on ne chôme pas et il n'y a pas des pauses déjeuner monstrueuses parce qu'il y a près de 1400 dossiers à regarder. Donc évidemment, c'est très lourd et ça nécessite d'aller vite. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut faire les choses une par une, et une fois qu'on sera d'accord sur ce qu'on veut faire à l'intérieur de ces commissions, on se donnera les moyens de le faire. Donc on pourra calibrer effectivement la taille de la commission, de nombre de dossiers qu'on peut étudier dans une même commission, le temps dont on a besoin, et voir comment on fait. Mais c'est plutôt des outils à voir selon ce qu'on aura déterminé comme objectif. Sur la question de l'échelle des régions, c'est une question qui est assez complexe et assez subtile. Vous le savez, on avait 7 régions avant la réforme de 2017, on est passé à 5. Il faut trouver la bonne échelle où à la fois on assure une forme d'objectivité des commissaires, un assez grand panel de salles pour qu'on puisse faire des comparaisons qui soient pertinentes. Et donc quand même quelque chose avec des régions qui soient suffisamment grandes et à la fois quelque chose dans lequel on ne soit pas noyé avec un nombre de dossiers trop grand. Donc bon, c'est un truc, arriver à trouver la bonne échelle, c'est vrai que et aujourd'hui c'est vrai que ce travail sélectif il n'est pas toujours complètement fait, y compris parce que il a un impact sur le montant de la commission qui est faible. Donc du coup, les commissions vont vite. Un impact qui est à la fois faible et extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que parfois, vous faites une majoration, vous mettez un plus 5 points et ça double la subvention de la salle. Et parfois, ça n'a aucune incidence.
Donc c'est un peu décourageant pour la commission que de travailler à ces majorations, minorations sans comprendre, sans en comprendre bien les effets. Voilà. Donc si on demande effectivement, si on revoit tout ce système pour avoir des choses qui soient beaucoup plus homogènes et des analyses du coup qui soient plus, qui aient un impact qui soit toujours le même, et il faut effectivement y passer forcément plus de temps. Nous, au CNC, on est prêts à y passer du temps. Hein. Après, il faut aussi qu'on trouve les professionnels, les 20 professionnels par région, qui soient susceptibles de dégager, donc c'est aujourd'hui 3 jours, peut-être demain 4, de dégager tout ce temps pour les commissions, qui sont indemnisées depuis 2 ans, mais c'est évidemment pas la seule question. Est-ce que, du coup, alors avant de donner la parole à la salle, est-ce que, donc, du coup, les commissions vont avoir plus de bonus-malus, une amplitude plus grande pour pouvoir compenser, réguler davantage, donner plus aux salles qui font un travail exemplaire d'animation, par exemple, ou comment vous voyez les choses? C'est une question de mécano, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, si on dit, voilà, il y a une très bonne animation, qu'on va évaluer, je ne sais pas, si aujourd'hui c'est plus 30, il faut que ce plus 30, il ait le même impact sur le montant de la subvention, quelle que soit la catégorie et quel que soit l'indice initial de la salle. Donc il faut que ce soit proportionnel. Donc si on met, je sais pas, plus 30, peut-être ça correspond à la subvention fois 1,3, je dis au hasard. Mais ce type de mécano-là qui permettent de redonner vraiment une place à la commission pour qu'elle puisse vraiment faire un choix sur le montant de subvention. D'accord, et ce serait une sorte d'effet multiplicateur des bonus. Ce ne serait pas d'augmenter les bonus, mais de... Alors je me lève, c'est pour éventuellement tendre le micro. Je me doutais qu'on aurait une réaction au premier rang. Alors, on va peut-être... je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes avant de donner la parole à Guillaume. Est-ce que vous avez une question à poser sur ces enjeux-là? Oui, Loïc. Ouais, Loïc Rionnier, délégué général de l'Accord, l'association des cinémas de l'Ouest pour la recherche. Moi, alors j'aurais pas de film à citer, mais j'ai constaté quand même que certains films qui seraient potentiellement labellisables recherche et découverte ne le sont pas toujours. Ce qui fait qu'il y a un angle mort actuellement dans les films fragiles, non labellisés recherche et découverte, qui sont des films tout aussi fragiles et qui pourraient parfois prétendre au label, mais ne sont pas labellisés. Donc moi je trouve qu'il faudrait faire aussi attention quand même à ça et surtout, par extension, est-ce qu'il ne serait pas question de toucher au collège de recommandation? Je sais que c'est voilà, la question un peu, pas tabou, mais compliquée, pour que justement il y ait davantage de personnes qui voient les films et donc potentiellement puissent les labelliser aussi, parce que j'imagine que ces films-là ne sont pas souvent forcément les films qui sont les plus vus par le collège de recommandation, qui a 700 films à voir par an. Donc voilà, c'était la question un peu du collège de recommandation et puis de ce label. Et deuxième question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris, donc je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais il est question pour le seuil des plans de sortie qui pourraient minorer ou majorer donc, les séances des films concernés, de faire une espèce de seuil à chaque commission, enfin à chaque vague de classement RSA, pour une moyenne d'un plan de sortie, enfin, c'est-à-dire pour pas que ce soit des plans de sortie fixes, mais que par exemple, je sais pas, en moyenne, il y a eu autant de films, autant de 500 copies, etc. Enfin, et donc que ce soit modulable en fonction de chaque période de classement. C'est ça que je sais pas si ma question est très claire, mais bon, j'ai pas compris. Oui, en fait, cette question, c'est juste qu'on a constaté, par exemple, qu'il y avait très peu, que les plans de sortie s'étaient élargis de manière générale. Et on s'est dit, si on commence à fixer un seuil à 80 et que ça concerne une toute petite quantité de films, et de moins en moins, notre réforme, il faudra la refaire dans quelques mois, dans quelques années. Et donc l'idée, c'est de lier le seuil à l'ensemble du marché, à l'ensemble des plans de sortie. Tu vois ce que je veux dire? Que le seuil soit calculé, je ne sais pas comment l'expliquer mieux, oui, le seuil soit calculé en fonction de l'ensemble des plans de sortie, en fonction des plans de sortie de l'ensemble des films. Mais sur la semaine concernée? Non, sur l'année. Ah bon? C'est de se dire, au lieu de parler par exemple de films qui sont sortis sur plus de 400 copies, se dire les 10% de films qui sont sortis sur le plus grand nombre de copies cette année. Voilà. Avec le seuil, parce que sinon, en fait, selon les années, il peut y avoir des films qui glissent à 500 et on ne voulait pas aussi que ça
que ça puisse influer sur le plan de distribution du distributeur. Alors, d'autres questions? Il y a une question sur le collège aussi. Donc, Oui, mais sur le collège, alors peut-être sur le collège, peut-être puisque juste c'est en cours. préciser qu'on a acté avec l'AFCAE qui gère le collège de recommandation sur la partie donc recherche, le fait que les films qui sont soutenus par le GNCR et par l'ACID bénéficient de ce label automatiquement, voilà, qui permettra aussi peut-être de préciser le travail du collège de recommandation, en tout cas de s'assurer que les associations qui travaillent sur ce secteur-là sont bien, enfin que ce travail-là est bien reconnu et bien pris en compte. Voilà. Sur le reste du fonctionnement du collège, on est en train avec l'AFCAE de finaliser des règles. Alors ces règles évidemment existent déjà, mais elles méritaient d'être écrites et d'être très détaillées pour qu'on ait le maximum de transparence sur le collège de recommandation. On va finaliser ça très vite maintenant, ça fait un petit moment qu'on est là-dessus, mais on ne prévoit pas de changement majeur de ce fonctionnement. On pense qu'en l'expliquant déjà mieux, on va passer à côté de pas mal de malentendus. Alors, d'autres questions? Oui. Bonjour, Hervé Millet de Disney Film, je suis donc distributeur. Je me joins à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les films qui ne sont pas action, promotion, AFCAE, qui ne sont pas recherche et découverte GNCR, quel est l'avis de ces films-là? Parce que, encore une fois, pour moi, ce qu'il faut sauver, c'est la diversité. Et là, encore une fois, quand on n'est pas aidé par l'un ou par l'autre, comment on fait exister ces films-là? C'est pas une question facile. C'est-à-dire que c'est une question que vous posez au CNC, mais que le CNC pourrait vous poser à vous. C'est ça la grande difficulté de cette question, quoi. C'est que on est tous mobilisés là-dessus, mais personne, je crois, ni de notre côté, ni du vôtre, n'a trouvé la solution définitive à cette question. il y a une incertitude par rapport au système de pondération, j'ai l'impression, de savoir si les films qui ne sont pas recherche et découverte, donc en dessous de 80, bénéficieront du système de pondération ou pas. C'est ça que j'ai l'impression qu'il y a une incertitude autour de ça. Mais ça, c'est une incertitude, enfin, c'est quelque chose qui est en phase de discussion, comme vous l'avez compris, et la prise en compte du critère recherche pour faire cette pondération des films entre eux, c'est une question qui est véritablement sur la table, hein, qu'on connaît, et c'est une des questions qu'on devra trancher dans les semaines, les mois qui viennent. Alors, Guillaume, je te donne le micro, tu voulais intervenir? Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Bachy. Moi, je suis exploitant à Créteil. Je suis aussi président de l'AFCAE. Je me permets d'intervenir ce matin parce qu'on a été invité avec David à venir vous voir. Je suis très content d'entendre parler de plus de sélectivité. Et ça, évidemment, ça me convient beaucoup parce que je pense que l'arrêt essai aujourd'hui, c'est l'accompagnement qu'on fait autour des films et autour de la diffusion des films. Je suis plus inquiet, et je le redis ici aussi, sur la volonté du CNC de prendre en compte une minoration, une pondération en fonction de la sortie nationale des films. Premièrement, parce que dans le rapport Lasserre, il est indiqué clairement que cette préconisation, elle est aussi soutenue par les grands circuits. Il y a quand même un loup dans la bergerie, je vous le dis. Hein. Quand les grands circuits soutiennent une proposition, ça ne va pas dans notre sens. La deuxième, c'est que pour nous, aujourd'hui, l'accès au film, il est primordial. L'hétérogénéité, la diversification de notre programmation, elle est importante. Donc il ne faudra pas que les salariés essais soient bloqués sur l'accès à des films par les distributeurs. Il ne faudrait pas que les salariés essais soient bloqués au moment du calcul de leur classement parce qu'elles ont joué aussi un jeu plus généraliste. Et en même temps, il faut que les films les plus fragiles soient mieux récompensés. Et ça, depuis le début à l'AFCAE, on le dit conjointement avec le GNCR, par exemple.
Donc il y a une adéquation, il y a un calcul à faire. Pour nous, ce calcul, il ne peut pas être sur la volonté du distributeur, sur un nombre de copies en sortie nationale. Il faut qu'il soit calculé sur autre chose. Prendre un pari, c'est le pari de la réussite. Il y a des films qui vont sortir à 350 copies qui ne vont pas du tout marcher, et des films qui vont sortir à 250 copies et qui vont cartonner. Donc peut-être qu'un autre principe qu'on pourrait choisir, c'est au final, une année après, post-classement, de se dire, OK, quels sont les films à essai qui ont le plus fonctionné, et potentiellement, je dis bien potentiellement parce que je ne suis pas pour minorer les films, et potentiellement à partir de là se dire, peut-être que ces films-là qui vont compter moins fort dans le classement, parce que ces films-là, s'ils ont bien marché à Paris, globalement, ils ont bien marché dans toutes les salles à essai. Et pour aussi avoir une cohérence nationale sur le classement à essai, il faut se dire que faire un travail sur Anatomie d'une chute à Paris ou le faire à Argenton-sur-Creuse, ce n'est pas le même travail. Comme faire un travail sur un film recherche à Paris ou à Figeac, ce n'est pas le même travail. Donc il y a aussi cette notion de territorialité qu'il faut prendre en compte. On n'est pas tous égaux face au public, face au bassin de population qu'on a. Et ça, il faut, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, il faut se questionner sur les commissions et comment elles sont organisées. Ça, c'était mon point de vue. Sur le collège de recommandation, pour répondre à Loïc, il y a 69% de votants aujourd'hui, qu'on est à 50. Quand on était à 100, il n'y avait pas 69%, il y en avait beaucoup moins. Le fait que les films GNCR, soutenus GNCR, soient déjà automatiquement labellisés recherche, nous facilite, nous, grandement le travail. Ça nous permet de voir d'autres films. Le travail a été fait par le GNCR, on voit d'autres films et on peut labelliser potentiellement d'autres films recherche. Depuis que je suis arrivé à la présidence, depuis un an, on a organisé 4 rencontres avec le collège de recommandation, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et à chaque fois que je leur demande quelle est votre difficulté, est-ce que sur les films label recherche et découverte, vous avez une difficulté, est-ce que vous voulez qu'on en discute, c'est le label qui est pour les membres du collège de recommandation le plus clair et le plus simple à faire. Donc c'est celui qui est le plus aussi pris en compte par le collège de recommandation. Donc sur cette question-là, je veux vraiment vous rassurer, il y a des films qui posent question, d'autres moins. Par contre, que des films qui soient à moins de 80 copies soient majorés, moi en tant que membre du collège de recommandation qui voit beaucoup de films à moins de 80 copies, je me dis non. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent à très peu de copies qui, à mon avis, ne sont pas dans le classement, ne doivent pas être recommandés à réessai et surtout ne doivent pas être majorés. Merci. Oui, bonjour, Antoine Thillard, Le Méliès à Villeneuve-d'Ascq. Moi, je voulais vous poser une question aussi sur l'exposition des films, alors peut-être par un autre biais. Et moi, je pense une question à se poser, puisque Lille, la ville de Lille est quand même la 4e ville de France, et c'est surtout la première ville avec autant de population qui n'a plus de cinéma indépendant au centre. Donc on est dans la métropole, on est encore quelques-uns, on n'est plus que, on va dire, 3 salles, je crois, si je ne m'abuse, avec les labels recherche et découverte, enfin les 3 labels d'ailleurs. Et je voulais savoir, parce que donc c'est un groupe, c'est UGC qui a racheté toutes les salles du centre-ville de Lille, qui ont donc racheté les 2 anciennes salles RSC. Je voulais savoir s'il pouvait y avoir éventuellement une réflexion sur aussi la manière dont on donne les labels à des lieux qui appartiennent à des gros circuits et qui ont une stratégie de programmation qui est quand même assez atypique, c'est-à-dire qu'en gros, les films recherche sont programmés en semaine à 11h du matin, quoi. Voilà. Merci pour cette question. Bon, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué spécifiquement, puisque on a décidé de conserver les critères d'éligibilité tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ces critères d'éligibilité incluent potentiellement le fait de faire partie d'un groupe d'exploitation type UGC. Ceci étant dit, la possibilité d'avoir plus de sélectivité à l'intérieur des commissions, et vous savez qu'on a aussi un critère dans nos commissions qui touche à l'équilibre économique aussi des salles qu'on regarde, permet aussi de moduler à la hausse ou à la baisse les différentes salles qu'on regarde. Et donc cet accroissement de la sélectivité va permettre aussi de moduler plus fortement les aides. Et donc on va voir comment s'en emparent les commissions. Ce sera nécessairement des débats à venir dans les commissions qui peuvent être
parce que c'est vrai que l'étude des dossiers va vite, mais il y a quand même des débats assez longs parfois sur des questions de principe. Et donc, voilà, les commissions qui représentent, comme vous le savez, une diversité de professionnels vont pouvoir se pencher là-dessus. Et c'est vrai que lorsque la réforme sera décidée et mise en place, il y aura aussi un travail à faire d'information des commissions sur une vraie charte de conduite à tenir sur des sujets comme ceci notamment. Donc c'est vraiment à l'appréciation des commissions. Oui. Notamment si effectivement, par exemple, on constate que les séances qui sont organisées sur les films à réessayer sont des séances très peu porteuses, le matin, etc. C'est typiquement quelque chose qu'on peut voir uniquement de façon sélective et appréciative, et se dire, bah voilà, on va moduler l'aide à la baisse ou même ne pas classer le cinéma parce que et c'est vrai qu'en plus maintenant on va avoir on a les outils qui nous permettent de voir ça depuis peu de temps avec le bordereau à la séance qui vont nous permettre de voir ce genre de choses et de les mettre de manière tout à fait évidente en perspective. Oui, parce que pour le moment, ça a relevé plutôt d'une forme de dénonciation des collègues. Enfin, moi, qui a toujours été très présente dans l'exploitation. Il y a eu déjà ces débats dans les commissions et dans le cadre du sélectif. Maintenant, on aura des qui ont fait que certaines salles n'étaient pas majorées, effectivement. Parce qu'on connaissait leurs pratiques. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez ou pas du tout, ou est-ce que ça remettrait en cause un principe fondamental, et encore il faudrait qu'on puisse le savoir, d'exclure en fait de l'aide à réessai les grands groupes? Je préfère poser directement la question. Est-ce que ce ne serait pas une manière aussi de résoudre la grande difficulté de faire de l'aménagement du territoire et de récompenser les salles les plus vertueuses dans une enveloppe fermée? Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être aussi une solution. Oui. Non, mais la vocation de cette aide, c'est une vocation culturelle, c'est d'inciter à la diffusion de la réessai. Donc effectivement, on ne regarde pas quelles sont d'où viennent les salles qui programment la réessai. Le but, c'est que les salles programment de la réessai. On pourrait aussi se dire que s'il n'y avait pas cet encouragement, les villes dans lesquelles sont présents exclusivement des circuits seraient moins bien servies en arrêt essai parce qu'on n'inclurait pas ces salles. Par ailleurs, il faut, sur le plan simplement juridique, c'est compliqué de mélanger les objectifs et on a eu quelques problèmes. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu ces problèmes que évidemment ça me vient à l'esprit. Hein. Et que d'ailleurs, l'aide à la petite et moyenne exploitation est indépendante et est marquée maintenant dans l'intitulé de l'aide. Enfin, oui, absolument. Mais elle a d'autres objectifs. Du coup, elle a exclu, cette aide exclut du coup les circuits. Oui, mais parce que le critère économique est évidemment essentiel. C'est une aide à l'investissement, donc c'est plus facile à justifier sur le plan juridique. Catherine, je t'ai coupé la parole. Pardon. Non, tu voulais ? Non. Corentin a dit. Alors, Jean, je te passe la parole. On va poser 2 questions. Après, j'aimerais bien qu'on arrête là et puis qu'on parle après d'une salle du studio 43 à Dunkerque. Jean-Serge Pentier du cinéma Jean Vigo à Gennevilliers. J'ai plutôt une question annexe liée à des problématiques que rencontre l'ensemble de l'exploitation nationale, je crois. Voilà, je suis classé donc à RSA depuis très longtemps. Recherche et découverte, j'ai l'ensemble des labels depuis le début des classements. Or, cette année, il est probable que je sorte du classement recherche et découverte pour une raison simple, c'est que j'ai dû fermer l'équipement pendant... j'ai dû annuler 142 séances pour crise sanitaire liée aux punaises de lit. Et en fait, étant donné que j'ai une grosse programmation recherche et découverte, évidemment, ce qui a impacté mon classement, la labellisation, c'est officiel, j'ai fait les calculs. Eh bien, je sors actuellement, je suis pas dans la... je quitte le label recherche et découverte pour fermeture sanitaire. Le souci, il est que je suis pas tout seul dans cette situation. Puisque si on fait le ratio, un certain nombre de salles risquent d'être dans cette situation très prochainement. Et si on ne prend pas
les mesures nécessaires, eh bien, on participe à cette contamination, quoi qu'on en dise. Et la fermeture, pour information, une suspicion de contamination, et si cette contamination est avérée, même si on n'a qu'un seul point, hein, c'est le cas d'une de mes salles, enfin les 2 salles en réalité, eh bien, c'est minimum 3 semaines de fermeture totale de l'équipement. On peut pas réduire ce temps en fait. Hein. Donc voilà, si vous avez un certain nombre de séances pendant ces 3 semaines, vous perdez, vous quittez le classement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une clause punaise? Alors, il n'y a pas de clause punaise, mais c'est en ça que c'est important que la commission regarde les dossiers et qu'on n'applique pas simplement des grilles de chiffres. Donc, il faut bien signaler effectivement cet aspect dans votre dossier RSC, et la commission a pour le coup toute latitude pour donner ou pas le label recherche et découverte. Donc, elle peut tout à fait décider que dans un cas comme ça de baisse ponctuelle qui est liée à un impondérable tel les punaises de lit, voilà, donner quand même le label. Olivier. Oui, Olivier Bitoun, Cinéphare. Pour revenir sur la question de la pondération des séances en fonction de si un film est recherche et découverte, ce qui peut être aussi le cas des films patrimoine, répertoire et jeune public, moi, j'ai l'intuition que si c'était quelque chose qui était fait, ça pourrait valoriser financièrement la programmation de ces films, et donc les labels ne pourraient plus avoir besoin d'avoir une valorisation financière. Et le label pourrait du coup être entièrement discuté sur la qualité du travail d'animation fait autour de ces œuvres-là, plutôt qu'avoir seulement des chiffres de nombre de séances et de nombre de films qui font rentrer le label. Voilà, c'était une piste. Oui, ça fait partie des réflexions qu'on a. Tout à fait. Mais est-ce que vous voulez poser une dernière question? Est-ce qu'on arrête là? Je vous remercie vivement d'être là. Je cherchais le... Et bonne année. Et bonne année, oui, bien sûr. On ne s'est pas souhaité bonne année.